Au plus profond de la nature sauvage enneigée des Alpes françaises, une louve luttait pour sauver son petit, piégé sous une fine pellicule de glace. Épuisée, impuissante, Sandrine poussa un cri, non pas vers sa meute, mais vers le silence glacial qui l'enveloppait. C'est alors que, sortie de nulle part, une aide inattendue arriva, qui n'était ni un loup, ni un humain. Ce qui émergea des arbres ce jour-là allait tout changer. Le vent hurlait à travers le plateau gelé, sculptant des stries dans la neige telles de longues cicatrices blanches. Le soleil, se hissant à peine au-dessus de la cime des sapins, projetait une lueur argentée et diaphane sur la vallée alpine. Dans ce recoin brutal et isolé des Alpes du Nord, la survie n'était pas seulement une question de force, mais d'instinct, d'opportunité et de pure chance. Et ce jour-là, la chance avait abandonné Sandrine. C'était une louve solitaire, séparée de sa meute lors d'une avalanche soudaine 2 jours plus tôt. Son périple à travers le blizzard avait été une tentative désespérée de trouver un abri. Et blotti contre ses flancs, tremblant et faible, se trouvait son unique louveteau survivant, Manon. Elle avait à peine 3 semaines, ses yeux venaient tout juste de s'ouvrir au monde et ses pattes vacillaient à chaque pas. Mais le chemin était semé d'embûches et la faim, implacable. En traversant un ruisseau de montagne gelé juste avant l'aube, la glace les avait trahis. La fine croûte sous le louveteau céda dans un craquement sinistré, en quelques secondes, le petit corps disparut dans l'eau glaciale. La mer se jeta en avant sans hésiter, ses pattes glissant sur la surface verglacée alors qu'elle tentait d'atteindre le trou béant. Elle griffa la glace, mordit la surface gelée de toutes ses forces, hurla d'une voix qui déchira la quiétude matinale, mais elle ne pouvait pas l'atteindre. Chaque instinct dans son corps lui criait de plonger, de briser davantage la surface, de passer dessous et de la tirer de là, mais l'eau était noire, tourbillonnante et impitoyable. Un bord tranchant de glace lui avait lacéré la patte pendant sa lutte, et son sang teintait la neige d'un rouge vif. Manon se débattait, gardant à peine son museau au-dessus de la surface avant que le courant ne commence à l'entraîner vers le fond. Sandrine hurla. Pas une fois, ni deux, mais encore et encore. Un hurlement désespéré, sauvage, déchirant. Elle n'appelait pas sa meute, elle implorait l'impossible, que quelque chose, quelqu'un, l'entende. Et puis, à travers les arbres, là où aucun loup n'aurait dû se trouver, où aucun homme n'oserait s'aventurer seul par un temps pareil, quelque chose bougea. Quelque chose de puissant et d'incroyablement doux. La créature qui émergea de la lisière de la forêt n'était pas ce à quoi un loup ou un humain aurait pu s'attendre. S'élevant au-dessus des sous-bois, ses muscles ondoyant sous une fourrure tachetée de neige et de boue, elle se déplaçait lentement, non pas avec la quiétude calculée d'un prédateur en chasse, mais avec la grâce tranquille et délibérée d'un être ancien et vigilant, un puma, fauve et énorme. Ses pattes effleuraient le sol gelé de la forêt, attirées non par la faim, mais par le son qui avait brisé le silence, le hurlement d'une mère en détresse. Les cris de la louve avaient voyagé au-delà des parois du canyon. Ils avaient réveillé quelque chose chez le puma qu'aucun biologiste ne pourrait expliquer. Peut-être était-ce de la curiosité, peut-être un souvenir, ou peut-être un fragment d'instinct enfoui sous des générations de sang et de survie qui avait dit au grand félin que ce n'était ni un appel territorial, ni un défi, mais une supplique. Au début, Sandrine ne vit pas le puma. Elle était trop concentrée sur la glace, sur le petit museau qui refaisait surface de temps en temps, haletant pour une bouffée d'air. Ses pattes grattaient le trou, glissant sur le bord gelé. Ses griffes se brisaient alors qu'elle creusait et tirait, gémissant, grognant, et couinant. Le sang coulait de sa blessure, imbibant la neige comme de l'encre sur du papier, mais elle ne s'arrêtait pas. Ses yeux étaient fous de panique et de détermination. Et Manon, de plus en plus faible à chaque seconde qui passait, laissa échapper un dernier gémissement désespéré avant que son petit corps ne glisse complètement sous l'eau. C'est à cet instant que le puma bougea. Il s'avança lentement, le corps bas, la queue oscillant d'un côté à l'autre, non pas en signe d'agression, mais d'équilibre. Le son de son approche effraya la louve, qui se retourna, se couchant de manière protectrice devant le trou, retroussant les babines dans un mélange de peur et d'avertissement. Son corps tremblait, non pas de froid, mais d'épuisement, et même dans son état de faiblesse, elle était prête à se battre. Mais le puma n'attaqua pas. Il ne grogna pas, ne rugit pas, ne bondit pas. Il se tint immobile, non loin du trou, assez près pour que la louve le voie clairement. Le puma s'accroupit dans la neige et croisa son regard. Ses yeux étaient fixes, dorés, indéchiffrables. Il ne fit aucun mouvement pour affirmer sa domination, aucun son pour défier ou intimider. Il attendit, simplement. Pendant un long moment,
les deux prédateurs se fixèrent à travers la glace, entourés de sang, de vent et de silence. Deux créatures qui auraient dû être des ennemis mortels. Deux mères, bien que l'une n'eût plus de petits à protéger, et l'autre fut à quelques secondes de perdre le sien. Sandrine gémit, baissant la tête un instant, puis la relevant, la confusion brillant dans ses yeux. C'est alors que le puma se leva. Il s'approcha du bord du trou, lentement, prudemment, les yeux fixés sur la louve, guettant le moindre signe de protestation. Mais la louve ne bougea pas. Que ce soit par confiance, par abandon ou par choc, elle se contenta de s'écarter. Le puma fit un pas en avant et regarda dans le trou. L'eau était calme, pas de bulles, pas de membres qui s'agitent, juste une légère ondulation près du bord où le louveteau avait fait surface pour la dernière fois. Sans hésiter, le félin plongea une énorme patte dans l'ouverture et la fit glisser à la surface dans un mouvement de balayage. Rien. Il recommença, et cette fois, quelque chose bougea en dessous. Une faible tache. Un mouvement. Avec une flexion de muscles et une précision chirurgicale, le puma frappa. Sa patte s'enfonça dans le trou, griffes déployées, et pendant une seconde haletante, il n'y eut que le silence. Puis, dans un mouvement fluide, le puma retira son bras de l'eau, et avec lui, le corps flasque et trempé du louveteau, Manon. Il déposa la petite créature dans la neige à côté du trou et recula. Sandrine n'hésita pas. Elle se précipita, poussant son petit avec son museau, lui léchant le visage rapidement, avec urgence, gémissant alors qu'elle la retournait et pressait son museau contre sa poitrine. Pendant plusieurs secondes, rien ne se passa. Manon ne bougeait pas. Sa fourrure était plaquée, ses membres recroquevillés et rigides. La mère continua de lécher, gémissant maintenant plus fort, enroulant son corps protecteur autour de son bébé, comme pour lui insuffler la vie. Puis, à peine visible, un spasme. Une patte se plia, puis une toux. L'eau jaillit de sa petite bouche, et Manon laissa échapper un cri faible et humide. Sandrine se figea, puis gémit sur un ton si aigu qu'il était à peine perceptible. Elle se remit à lécher frénétiquement, tout son corps tremblant. Le puma, toujours assis à quelques mètres de là, ne dit rien, ne fit rien. Puis, lentement, il se leva. Ses yeux croisèrent ceux de la louve une dernière fois. Il n'y eut ni gratitude ni reconnaissance du lien impossible qu'ils venaient de former. Juste une compréhension mutuelle, du genre qui ne nécessite ni mots ni même instinct, seulement une présence. Sans un bruit, le puma tourna les talons et retourna dans la forêt. 2 jours plus tard, une paire de gardes forestiers de la division de la Crête Nord atteignit la rive du ruisseau de montagne gelée, répondant à une anomalie détectée par une caméra sensible au mouvement placée le long de la crête à des fins de recherche. Il n'était pas rare que les caméras de ces zones reculées capturent des images fugaces, un élan en train de paître, un renard traversant le sentier à toute vitesse. Mais cette fois, l'alerte était accompagnée de quelque chose de bien plus étrange, une séquence d'images floues montrant de grands prédateurs occupant le même espace au même moment, immobiles, silencieux et incroyablement proches. Une image capturait un puma partiellement accroupi. La suivante, une louve blottie autour de ce qui semblait être un louveteau. Aucune agression, aucune poursuite, aucun sang. Juste une présence. L'équipe de garde, Stéphane Lamy et sa jeune partenaire Chloé Moreau, avaient assez d'expérience pour ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais alors qu'ils suivaient la piste jusqu'au ruisseau, quelque chose dans la quiétude de la forêt les dérangea. Les empreintes se chevauchaient dans la neige, de larges coussinets de félins croisant les marques plus nettes des pattes de loup. Des traces de griffes près de la glace, du sang qui tachait encore légèrement la surface gelée. Et là, indubitable dans la poudreuse craquante près du ruisseau, l'empreinte d'un petit louveteau, partiellement gelé, comme s'il était resté là, trempé et immobile, pendant un certain temps. Stéphane s'accroupit près du bord du trou, plissant les yeux pour étudier les crêtes glacées de la neige remuée. « Tu vois ça ?» Chloé hocha la tête, son souffle visible dans l'air froid. Les empreintes du puma sont profondes, lourdes, mais elles s'arrêtent juste ici. Et puis elles tournent autour du trou. Stéphane répondit immédiatement, enlevant ses gants pour toucher le bord de la glace. Elle essayait de sauver son petit, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Et le puma ne l'a pas tué. Chloé se redressa, fronçant les sourcils. Il l'a aidé ? Je n'ai pas dit ça. Stéphane se leva et scruta la lisière des arbres, ses yeux mobiles, alerte comme quelqu'un qui a passé trop d'hiver à lire des histoires dans la neige. Mais il n'a pas attaqué.
C'est déjà quelque chose. Ils se déplacèrent prudemment dans la zone, observant chaque détail. Les brindilles pliées, la traînée de sang, le terrier peu profond creusé sous un pin voisin où il semblait que la mère avait traîné son petit pour qu'il récupère. Ils trouvèrent des touffes de poils accrochés à l'écorce, certaines blanches et fines, d'autres épaisses et d'un brun rougeâtre. 2 espèces avaient été là, et elles avaient été proches. À midi, ils avaient rassemblé ce dont ils avaient besoin et entamèrent leur descente vers le poste de garde forestier. Aucun des deux ne parla beaucoup pendant le trajet, et ce n'est qu'une fois de retour, en examinant à nouveau les images, cette fois sur un moniteur plus grand, que les questions commencèrent à vraiment peser. Chloé se pencha en avant. Pourquoi un puma approcherait-il une louve en détresse? Stéphane se gratta la barbe, le regard fixé sur l'écran. Plus important encore, pourquoi ne la tuerait-il pas ou ne prendrait-il pas le petit? Elle n'avait pas l'air de se défendre, ajouta Chloé. On aurait dit qu'elle le laissait être là. Stéphane mit la vidéo en pause et se renversa sur sa chaise. J'ai vu des prédateurs tolérer la présence l'un de l'autre sur le site d'une carcasse, par épuisement, par bénéfice mutuel. Mais ça, ce n'est pas ça. C'est autre chose. La voix de Chloé se fit plus basse. Et si ce n'était pas l'instinct? Stéphane ne répondit pas tout de suite. Il attrapa son thermos et prit une longue gorgée avant de répondre. Alors, nous ne suivons plus seulement un comportement. Nous sommes témoins de quelque chose que personne n'a jamais documenté dans ces montagnes. Pendant les jours qui suivirent, le poste de garde forestier devint un improbable centre de spéculation. Des biologistes furent contactés, des experts en comportement consultés. Les images furent partagées, discrètement et avec prudence, avec quelques contacts de confiance dans un centre de recherche universitaire spécialisé dans les interactions interespèces. La réponse fut toujours la même, intrigue, incrédulité et prudence. Personne ne voulait l'étiqueter. Personne ne voulait admettre la possibilité d'empathie entre 2 prédateurs alpha. Mais personne ne pouvait non plus l'expliquer. Pendant ce temps, dans la nature, la louve et son louveteau avaient de nouveau disparu dans les profondeurs de la forêt. La neige continuait de tomber. Le puma ne retourna pas sur les lieux. Mais le souvenir de ce moment, cette pause impossible dans les lois de la nature, persistait dans l'esprit de ceux qui l'avaient vu. Et autre chose commençait à prendre forme. Car là où la science hésitait, les rumeurs prospéraient. Parmi les petites communautés montagnardes nichées sous la chaîne de montagne, où les éleveurs et les chasseurs partageaient des histoires au coin du feu et des chuchotements dans les cafés de village, l'histoire avait déjà grandi. Une louve sauvée par un puma. Un louveteau arraché à la mort par un prédateur rival. Un esprit sous forme de félin. Certains disaient que c'était un signe. D'autres que c'était des sottises. Mais un vieil homme qui vivait à l'orée de la forêt depuis 60 ans dit quelque chose qui resta avec Stéphane pendant des jours. Parfois, avait dit l'homme en remuant lentement son café, la nature se souvient de choses que nous oublions. La bonté. L'équilibre. La dette. Stéphane n'avait pas su quoi répondre à cela. Mais il avait commencé à se demander, et si ce n'était pas la fin d'un mystère, mais seulement le début? 3 jours après le premier incident, la tempête de neige qui avait balayé les hauteurs commença enfin à se calmer. Le vent s'apaisa et les nuages denses qui avaient recouvert la montagne comme un couvercle commencèrent à se déplacer, laissant des faisceaux de pâle lumière hivernale tomber en rayons fragmentés à travers les arbres. La tranquillité après une tempête peut souvent ressembler à la paix, mais pour ceux qui connaissent la nature, c'est plus comme une respiration retenue juste avant que quelque chose ne recommence. La garde forestière Chloé Moreau avait passé la plupart de ses jours de tempête plongée dans les images des caméras et les registres de suivi, comparant les empreintes et les notes de comportement des années précédentes. Chaque fois qu'elle pensait avoir trouvé quelque chose de similaire à un vieux cas de proximité improbable entre prédateurs, une vidéo mal classée d'une tanière abandonnée où cela s'effondrait sous un examen minutieux. Rien ne correspondait. Rien ne s'approchait de ce qu'elle et Stéphane avaient trouvé au ruisseau. Aucun enregistrement, aucun rapport, aucun récit oral ne laissait même entrevoir un moment où un puma et une louve-mère auraient partagé un instant sans violence. Mais ce matin-là, juste au moment où le soleil se levait sur la chaîne orientale, le deuxième appel arriva. Un agriculteur nommé Jean Dubois, dont le domaine agricole en Savoie jouxtait la zone forestière protégée au nord, s'était réveillé pour trouver quelque chose d'étrange dans l'un de ses champs extérieurs. Ce n'était pas étrange au sens habituel au pas de bétail manquant, pas de clôture brisée. Au lieu de cela, il trouva un faon d'élan, à peine âgé de 2 mois,
couché au milieu du pâturage, entouré d'un cercle parfait de neige intacte. Pas de prédateurs, pas de sang. Le faon était vivant, bien que tremblant de froid, et il avait ce qui semblait être une blessure de griffe récente sur la patte arrière. Mais ce n'est pas ce qui l'a fait appeler. Ce qui a poussé Jean à prendre le téléphone avec des mains tremblantes, c'est ce qu'il y avait à côté du faon, un énorme tas de neige remuée, des marques de griffes profondément incrustées dans la glace, et une série d'empreintes menant vers et depuis la Seine. Puma, loup. Les deux entremêlés, exactement de la même taille, avec les mêmes schémas de démarche, la même tension réfléchie qu'il avait entendue décrite sur la radio des gardes 2 jours auparavant. Stéphane et Chloé arrivèrent avant midi. Le champ, bien que calme, semblait bourdonner d'une électricité invisible. Le faon avait déjà été transporté dans un refuge pour animaux sauvages pour y être soigné, mais le site lui-même restait intact. La neige, encore épaisse dans les parties ombragées du pâturage, conservait tout parfaitement. Chaque foulée, chaque lutte, chaque effleurement de fourrure contre la terre. Et cette fois, il n'y avait pas de lacune. La scène était complète. Stéphane s'accroupit à nouveau, les yeux plissés. « Regarde ça. » Chloé le rejoignit. Ses yeux suivirent son geste vers un long sillon peu profond dans la neige qui se terminait par un croissant de terre tassée. L'un d'eux a dû traîner le faon jusqu'ici. Mais ce n'est pas un comportement de chasse, murmura Stéphane. La blessure n'est pas assez profonde, et elle n'est pas au cou. Pas de marque de morsure, pas de lacération. Il ne chassait pas. Alors, que faisait-il? Chuchota Chloé, presque effrayée par la réponse. Stéphane ne répondit pas, car la seule réponse qui lui venait à l'esprit était impossible. Les deux passèrent le reste de l'après-midi à tout documenter, prélevant des échantillons, photographiant les empreintes, cartographiant les pas. Et quand ils retournèrent au poste de garde forestier, le silence entre eux était différent de celui d'avant. Ce n'était plus de l'incertitude. C'était quelque chose qui ressemblait plus à de l'émerveillement. Mais l'émerveillement ne s'intègre pas bien dans le monde des données et de la classification. Ce soir-là, ils partagèrent leur découverte avec le docteur. Monique Leroy, une écologiste comportementale qui avait travaillé à Yellowstone et avait consacré sa carrière à l'étude des interactions entre prédateurs. Elle était connue pour son scepticisme rigoureux et son refus de romancer le comportement animal. Lorsqu'elle rejoignit l'appel vidéo, ses yeux étaient fatigués mais concentrés. « Expliquez-moi, dit-elle. » Chloé le fit, avec soin, clairement, fait parfait. Le docteur. Leroy ne l'interrompit pas, elle observait simplement, écoutait, prenait des notes. Lorsque les images et les photographies furent montrées, elle se renversa sur sa chaise et se frotta la tempe. Il manque quelque chose ici. Stéphane sentit son cœur se serrer. Vous voulez dire des preuves? Elle secoua la tête. Non. Vous avez plus de preuves que la plupart des cas publiés que j'ai examinés. Ce qui manque, c'est une explication. Chloé fronça les sourcils. Vous dites que cela pourrait être réel? Je dis que vous voyez quelque chose de réel. Que nous ayons le cadre pour le comprendre, c'est une autre paire de manches. Stéphane se pencha vers elle. Alors, que faisons-nous? Il y eut une longue pause. Puis la voix du docteur. Leroy se fit entendre, lente et mesurée. Continuez d'observer. N'interférez pas. Ne poursuivez pas. Mais si cela se reproduit, documentez tout. Ce n'est pas seulement rare. Cela pourrait être sans précédent. Quand l'appel se termina, Chloé resta silencieuse. Le curseur de son écran clignotait dans l'obscurité. Stéphane se leva, se servit 2 cafés et lui en tendit un. Elle a raison, dit-il. Chloé leva les yeux. À propos de quoi? Il sirota son café, puis regarda par la fenêtre vers la lointaine lisière des arbres. Que ce n'est plus le genre d'histoire qui appartient aux gens. Pas entièrement. Nous sommes juste les premiers à l'avoir remarqué. Les nouvelles, comme l'eau, trouvent toujours un moyen de se propager, surtout dans les endroits calmes où le rythme de la vie suit le changement des saisons et où toute perturbation se propage bien au-delà de son origine. Une semaine après le 2e incident, les rumeurs commencèrent à s'infiltrer dans les vallées, passant des postes de garde forestiers aux camps de bûcherons, des refuges pour animaux aux laboratoires universitaires et, finalement, inévitablement, aux petites communautés rurales qui parsemaient le bassin montagnard. Il ne fallut pas longtemps pour que l'histoire dépasse les faits.
Ce qui avait commencé comme 2 rapports prudents, soumis discrètement et seulement à quelques personnes de confiance, se transforma bientôt en quelque chose de tout à fait différent, mi-vérité, mi-mythe, enveloppé d'assez de curiosité scientifique pour valoir la peine d'être répété. Chloé remarqua le changement pour la première fois lorsqu'un journaliste indépendant se présenta au poste de garde forestier sans préavis. Il portait des bottes chères qui n'avaient clairement jamais vu la boue et tenait un appareil photo qui coûtait plus que tout son casier d'équipement. Ses questions furent polies au début, voilées derrière l'apparence d'un reportage sur la coexistence des prédateurs, mais il ne fallut pas longtemps pour que la véritable intention se manifeste. Nous avons entendu des choses assez folles, dit-il, parcourant ses notes tout en essayant de paraître désinvolte. Quelque chose à propos d'un loup et d'un puma travaillant ensemble? Stéphane, qui organisait des notes de terrain dans l'arrière-salle, regarda Chloé à travers la porte ouverte avec une expression de résignation lasse s'installant déjà sur ses traits. Il n'y a pas de déclaration officielle, répondit Chloé calmement. Nous surveillons certains schémas de comportement inhabituels, mais rien de confirmé. Le journaliste sourit. Le genre de sourire qui dit « Je n'y crois pas, mais je vais faire semblant d'y croire ». Bien sûr. Mais vous devez admettre que c'est une histoire captivante. Les lecteurs adorent ce genre de mystère. La nature qui enfreint ses propres règles. C'est un titre qui s'écrit tout seul. Elle ne répondit pas, car elle savait que c'était exactement le problème. Au moment où le 3e incident se produisit, un renard blessé retrouvé vivant dans un fourré, entouré d'empreintes de loup et de puma, la tempête médiatique avait commencé à faire rage. Des photos furent divulguées, des vidéos, des images originales de la caméra de suivi apparurent sur des sites web marginaux, et les forums s'enflammèrent de théories allant des miracles écologiques aux absurdités conspirationnistes sur des expériences gouvernementales de manipulation du comportement. Chaque expert qui intervint, que ce soit pour soutenir ou rejeter les affirmations, ne fit que jeter de l'huile sur le feu. Et pendant tout ce temps, la forêt restait silencieuse, observant, attendant, mais pas impassible. Car l'attention amène l'intrusion. Les gens commencèrent à s'aventurer dans des zones restreintes, espérant apercevoir la soi-disant alliance. L'activité des drones augmenta, bourdonnant au-dessus de leur tête en violation des réglementations de protection de la faune, perturbant les oiseaux et dispersant les troupeaux. Quelqu'un essaya même d'installer une diffusion en direct près de l'ancienne tanière où la louve-mère avait été aperçue pour la première fois. La ligne entre l'observation et l'interférence devenait de plus en plus mince. Au poste de garde forestier, la tension montait à chaque nouvelle observation, chaque publication non autorisée, chaque appel téléphonique de l'administration du parc exigeant des mises à jour. Stéphane, qui n'était jamais du genre à dramatiser, devenait plus silencieux à chaque service. Chloé, qui avait autrefois abordé tout le mystère avec un émerveillement prudent, se sentait maintenant tendue à l'intérieur, redoutant le moment où quelqu'un ferait quelque chose d'irréversible. Ce moment arriva, non pas avec un coup de feu, mais avec un piège. Ils le trouvèrent par accident lors d'une patrouille de routine. Un piège à mâchoire en acier illégal, partiellement enterré près d'un appât de viande crue et de nourriture pour chiens. Le mécanisme était ancien mais toujours fonctionnel, et il avait été placé juste au-delà de la lisière des arbres, près d'un des sites de caméras de suivi. Il n'avait encore rien attrapé, mais il attendait. Stéphane le fixa longuement avant de dire finalement « ce n'est pas du braconnage ». Chloé s'agenouilla à côté du piège, inspectant la façon dont il avait été camouflé. Non. C'est de la chasse sélective. Ils enlevèrent le piège, documentèrent la scène et la signalèrent par les voies officielles. Mais au fond d'eux, ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. La forêt avait été sacrée autrefois, même dans son danger. Elle avait été respectée, même si elle n'était pas comprise. Mais maintenant, elle devenait un spectacle, une scène pour la curiosité et la conquête humaine. Et les deux créatures au centre de tout cela, qui n'avaient jamais demandé à être observées, qui n'avaient jamais enfreint aucune règle sauf celle écrite par l'instinct, étaient en danger. Non pas parce qu'elles avaient changé, mais parce que le monde qui les entourait, lui, avait changé. Ce soir-là, Chloé se tenait seule sur la plateforme d'observation, fixant le noir infini des pentes boisées. Le vent ne portait aucun son. Le ciel était vaste et froid. Les étoiles scintillaient comme des yeux trop lointains pour s'en soucier. Elle murmura dans le silence, sans attendre de réponse. « Je suis désolé. Nous aurions dû vous garder cachés. » Et quelque part, bien au-delà de ce que les cartes pouvaient mesurer, quelque chose se déplaçait à travers la neige avec des pas prudents, conscients maintenant d'être observés par des gens qui ne comprenaient pas le poids de ce qu'ils voyaient,
et qui ne le comprendraient peut-être jamais. Le problème avec les mythes, c'est qu'une fois qu'ils sortent de l'ombre pour entrer dans la lumière, les gens cessent de les traiter avec révérence. Ils deviennent des choses à capturer, à étudier, à prouver. L'émerveillement s'estompe, remplacé par l'ambition, et ce qui était autrefois sacré devient une cible. C'était le risque que Stéphane et Chloé craignaient le plus au moins que les balles ou les pièges en acier, plus que l'ingérence du gouvernement. C'était la lente érosion de l'émerveillement, le passage du témoignage de quelque chose de rare à sa revendication comme un prix. Lorsque la 4e observation arriva, elle ne vint pas d'un garde forestier, d'un chercheur ou même d'un agriculteur. Elle vint d'un homme avec une GoPro attachée à sa poitrine et une chaîne YouTube en pleine croissance remplie de titres comme « Un homme traque des loups à main nue » et « J'ai survécu à une rencontre avec un puma, voici la vidéo ». Sa publication haletante devint virale en quelques heures. Un clip de basse résolution montrant une silhouette féline dans l'ombre, accroupie à côté de ce qui semblait être un grand loup gris, tous deux debout près du bord d'un lac de montagne gelé alors que le soleil se levait derrière eux. L'image était saccadée, le son déformé par le vent, mais c'était suffisant. En un jour, des centaines de milliers de vues affluèrent. La spéculation se transforma en obsession. Les forums de conspiration sur la faune s'enflammèrent. Quelques naturalistes autoproclamés commencèrent à organiser des expéditions de suivi non officielles. Les images de drones de la région montèrent en flèche. Et juste comme ça, les deux animaux qui n'avaient rien demandé, qui avaient essayé de simplement exister dans un monde qui leur faisait à peine de la place à l'un ou à l'autre, devint un phénomène. Stéphane et Chloé regardèrent la vidéo au poste de garde forestier en silence, alors que la vidéo mal montée se répétait pour la 3e fois. Il les a filmés au lac de montagne, dit finalement Chloé d'une voix basse. Il se déplace vers le sud. Stéphane ne répondit pas tout de suite. Il se tenait là, les bras croisés, la mâchoire serrée. Quand il parla enfin, sa voix était lourde de frustration. Nous leur avons dit. Nous avons dit à tout le monde de ne pas interférer. Et maintenant, nous avons des amateurs de sensations fortes ici, qui poursuivent des histoires avec des drones thermiques et des lunettes de vision nocturne. Ce n'est plus seulement de la curiosité, ajouta Chloé. C'est du spectacle. Ils sont à nouveau chassés, mais d'une manière différente. Plus tard dans la nuit, en examinant les images d'une caméra déclenchée par le mouvement, Chloé vit quelque chose d'étrange. Une image d'une caméra située au plus profond du corridor sud de la forêt alpine, qui se déclenchait rarement. Là, clairement capturé sous un rayon de lune, se trouvait le loup, Sandrine. Sa fourrure était devenue rêche à cause du froid, sa démarche plus lente qu'auparavant, mais reconnaissable. Elle marchait à côté d'un louveteau, probablement le sien, maintenant plus fort, plus stable, les oreilles dressées. Et à leur côté, juste derrière, se trouvait le puma. L'image était surréaliste. Ils ne coexistaient pas seulement, ils se déplaçaient en rythme, pas à pas. Il n'y avait aucun conflit dans leur langage corporel, aucune hésitation dans leur direction. Ils voyageaient ensemble, côte à côte, vers une partie de la forêt qui n'avait ni caméra, ni sentier, ni route. Et ils étaient suivis. En bas à droite de l'image, partiellement obscurcie par les sous-bois, se trouvait la silhouette indubitable d'un drone, capturé par le flash de l'objectif infrarouge. Chloé se figea. Ils savent où ils vont, chuchota-t-elle. Stéphane se pencha, scrutant l'image. Quelqu'un les suit en temps réel. Le lendemain matin, ils prirent une décision. Ce n'était pas officiel. Aucun rapport ne serait déposé, aucune carte mise à jour. Mais la conclusion était claire. Ils devaient atteindre les animaux avant tout le monde. Avant que l'histoire ne devienne quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû être. Ils préparèrent des sacs légers. Pas d'armes, pas de tranquillisants, pas de balises GPS. Juste de l'équipement, de la nourriture, des raquettes et la vieille carte topographique dessinée à la main du corridor sud, où les crêtes se resserraient et les falaises devenaient infranchissables pour tous sauf les plus agiles. La randonnée fut brutale. Les températures chutaient avec l'altitude. La glace s'accrochait à leurs bottes. Le signal radio s'estompa au bout d'une heure, les laissant seuls avec leur souffle et le craquement de la neige sous leurs pas. Mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils savaient qu'ils couraient contre la montre, et pire encore, contre des hommes qui ne comprenaient pas ce qu'ils poursuivaient. En fin d'après-midi, ils atteignirent une clairière juste au-dessus d'une cascade gelée. La lumière déclinait et le vent avait commencé à hurler à travers le col. Mais là,
au centre de la clairière, se trouvaient les empreintes fraîches, larges, 2 ensemble, côte à côte, intactes. Stéphane s'agenouilla, balayant soigneusement la neige. Ils étaient ici il y a moins d'1 heure. Chloé scruta les arbres. Alors ils sont encore proches. Un son attira son attention. Quelque chose de faible, de mécanique. Elle se tourna brusquement. Au-dessus de la cime des arbres, juste à la limite de la visibilité, un petit drone bourdonnait, sa caméra pivotant comme un œil qui ne clignait pas. Ils sont là aussi, dit-elle, déjà en mouvement. Stéphane la suivit, le cœur battant, car maintenant il ne s'agissait plus de science, ni de comportement, ni de schéma, ni même de protection. Il s'agissait maintenant de responsabilité, et de la chance de faire quelque chose de bien avant que quelqu'un d'autre ne gâche tout. Ils les trouvèrent juste avant la tombée de la nuit. Les arbres dans cette partie de la forêt étaient si serrés que la neige reflétait à peine la lumière. Les ombres se fondaient les unes dans les autres. Et la piste qu'ils suivaient, ces empreintes parallèles qui ressemblaient maintenant plus à une signature qu'à une piste, les mena au bord d'un petit ravin où le monde devint silencieux, même le vent respectant ce qui allait se passer. Stéphane fit signe de s'arrêter. Chloé s'accroupit à ses côtés, son souffle formant des nuages serrés dans l'air, alors que ses yeux s'adaptaient à la faible lumière. Là, de l'autre côté du ravin, éclairé par les derniers rayons dorés du soleil perçant à travers la canopée, se tenait la louve. Sandrine. Elle était immobile, sa fourrure épaisse et bordée de givre, sa posture ni agressive ni craintive. Elle observait quelque chose à sa droite. Et quand Chloé suivit son regard, son cœur s'arrêta. Le puma était assis sous un pin, reposant sur ses pattes arrière, la queue enroulée lâchement autour de ses pattes. Il ne chassait pas, ne rôdait pas. Il était simplement présent. Pacifique. Et pas seul. Entre eux, blotti dans le creux peu profond d'un nid couvert de neige, se trouvait le louveteau, Manon. Plus fragile, mais assez fort pour lever la tête et observer le monde qui l'entourait, avec des yeux qui semblaient plus vieux qu'ils n'auraient dû l'être. Le louveteau regarda d'abord la louve, puis le puma, et enfin les arbres où 2 humains étaient agenouillés, retenant leur souffle, essayant de ne pas rompre le charme. Cela aurait dû être impossible. Et pourtant, à ce moment-là, cela semblait la chose la plus naturelle du monde. Chloé n'osa pas lever son appareil photo. Stéphane ne dit rien. Ils savaient tous les deux que perturber cette scène, ne serait-ce qu'avec le son d'un obturateur ou le froissement d'un tissu, serait la détruire. Ils étaient venus pour protéger, pour témoigner, pas pour revendiquer. Mais le silence ne dura pas. Un faible bourdonnement traversa l'air derrière eux, subtil au début, puis de plus en plus fort. Stéphane se tourna, juste assez pour le voir. Le drone, plus proche qu'auparavant, sa lumière rouge clignotant régulièrement alors qu'il se faufilait entre les arbres. Et avec lui vinrent des voix, faibles, lointaines, mais indubitablement humaines. Quelqu'un d'autre avait trouvé la piste. Quelqu'un qui n'était pas venu pour protéger quoi que ce soit. Chloé jura à voix basse, se levant lentement pour bloquer la vue du drone avec son corps. Stéphane se déplaça rapidement, se glissant derrière un affleurement rocheux pour localiser l'origine des voix. Elle venait de la crête au-dessus, juste hors de vue, mais descendant clairement. 3 hommes, chuchota Théil à son retour, la voix tendue. L'un a une lunette de visée. J'ai vu un étui à fusil. La panique éclata dans les yeux de Chloé. Nous devons les arrêter. Maintenant. Elle se retourna vers le ravin, pour le trouver vide. La louve, le puma, le louveteau, avaient disparu. Pas d'empreinte, pas de son, comme si la forêt elle-même s'était repliée autour d'eux et avait avalé leur présence. Chloé cligna des yeux, stupéfaite. Ils étaient juste, je sais, dit Stéphane. Ils savaient que nous n'étions plus seuls. Pour la première fois depuis des jours, un nœud d'urgence se tordit dans ses entrailles, non seulement pour préserver quelque chose de rare, mais pour empêcher sa destruction. Car maintenant, ce n'était plus seulement de l'attention. C'était une chasse, et la proie avait des noms. Ils se déplacèrent rapidement, contournant vers la crête, essayant d'intercepter le groupe sans être vus. La neige, bien que molle par endroits, leur permettait de se déplacer en silence. Et quand ils atteignirent la crête, ils les virent. 3 hommes en tenue de camouflage, l'un scrutant la cime des arbres avec des jumelles, un autre ajustant la manette du drone, le troisième la main posée sur la sangle d'un étui à fusil en bandoulière. Ils étaient trop proches, trop bruyants,
trop inconscients du coût de leur présence. Stéphane sortit le premier, la voix ferme mais calme. Vous êtes en infraction dans un corridor phonique restreint. Faites atterrir ce drone. Les hommes sursautèrent, se tournant pour lui faire face, leurs mains hésitant vers leur équipement. Chloé sortit ensuite, son insigne de garde forestier bien visible, son expression inébranlable. Maintenant. Pendant un moment tendu, personne ne bougea. Puis, lentement, l'opérateur du drone baissa la manette, et la machine commença à monter. Mais pas avant d'avoir tout capturé. Et pas avant que quelque chose de plus profond ne se soit brisé. La forêt était redevenue silencieuse, mais ce silence n'était pas comme celui d'avant, quand ils étaient arrivés, quand tout semblait intact, pur et vierge. Ce silence avait un poids. C'était le genre qui suivait une intrusion, une rupture de l'ordre naturel. Chloé se tenait immobile, le souffle court, l'esprit en ébullition, tandis que le drone vrombissait au-dessus d'eux, ne laissant derrière lui que l'écho lointain de ses ailes mécaniques. Stéphane n'avait rien dit depuis leur rencontre avec les hommes, et Chloé avait à peine bougé. Elle était figée, observant la forêt, attendant que quelque chose, n'importe quoi, bouge. Mais les arbres restaient immobiles. La neige continuait de tomber. Le sol, autrefois si plein de promesses et de mystères, semblait maintenant vide. Le mal était fait. Les doigts de Chloé se resserrèrent autour de la sangle de son sac à dos, sentant le métal froid de l'émetteur radio sous sa main. C'était leur seul moyen de communiquer avec le monde extérieur, mais maintenant, il ressemblait à une ancre, un symbole du monde qu'ils avaient essayé de protéger mais qu'ils n'avaient pas pu contenir. Les gardes, les chercheurs, les vies tranquilles qu'ils avaient menées dans la forêt où tout avait été exposé. Stéphane se tourna lentement vers elle, le visage pâle. Ses yeux se dirigèrent vers la crête au-dessus d'eux, là où les hommes s'étaient tenus. « C'est fini », dit-il doucement. Chloé ne pouvait pas parler. Elle sentait le poids de ces mots peser sur elle, mais elle ne pouvait pas faire les liens dans son esprit. Tout ce qui s'était passé, tout ce qu'ils avaient fait pour garder cet endroit en sécurité, semblait maintenant sans importance. Il n'y avait aucun moyen d'arrêter ce qui allait arriver. Le bruit de leur intrusion avait à peine commencé à se propager à travers les arbres. Dès que les hommes furent partis, après que leur drone eut capturé tout ce dont il avait besoin, quelque chose à l'intérieur de la forêt avait changé. Les mouvements subtils de la nature ou le bruissement des branches, le déplacement des petits animaux sous les sous-bois s'étaient arrêtés. Les animaux n'avaient pas disparu, mais ils ne se déplaçaient plus avec la liberté qu'ils avaient autrefois. Ils se cachaient. La louve, Sandrine, fut la première à le remarquer. Elle pouvait sentir la présence des humains dans l'air bien avant qu'ils ne franchissent le seuil de la crête, mais elle n'avait jamais su que les humains pouvaient perturber le rythme naturel de la forêt de cette manière. Elle n'avait jamais su ce que signifiait être observée ou pas seulement vue de loin, mais capturée dans un cadre, disséquée et exposée à un monde qui ne la comprenait pas. Et puis le puma le sentit aussi. Les animaux, autrefois si calmes, si silencieux, avaient commencé à se retirer plus profondément dans la nature sauvage. Le puma avait disparu dans les hautes crêtes, comme si la montagne elle-même l'avait avalé tout entier. La louve et son louveteau, après quelques instants d'hésitation, l'avaient suivi. Mais le changement avait été palpable. Ce n'était pas seulement qu'on les suivait, c'était la façon dont ils avaient commencé à se déplacer plus lentement, plus prudemment, comme si la forêt elle-même était devenue hostile, comme s'ils étaient maintenant des étrangers dans un endroit qu'ils avaient autrefois connu. « Tu penses qu'ils reviendront » demanda Chloé à voix basse, même si elle connaissait déjà la réponse. Stéphane soupira. Il ne la regarda pas. « Je ne sais pas. Ils nous ont déjà montré qu'ils peuvent survivre sans nous. Nous leur avons seulement rendu les choses plus difficiles. Mais ce n'était pas tout. La présence humaine, l'intrusion dans ce qui avait été sacré, avait déjà commencé à attirer d'autres regards. Il y avait des hommes à la périphérie de la forêt, des hommes avec d'autres intérêts ou des chasseurs, des amateurs de sensations fortes, des spéculateurs. Chacun avait sa propre idée de ce qu'il fallait faire avec les animaux, avec le mystère qui avait été découvert. Certains voudraient les piéger, d'autres voudraient leur tirer dessus, et quelques-uns voudraient les étudier, peut-être pour prouver quelque chose au monde. Mais aucun d'entre eux ne comprenait avec quoi ils jouaient. Chloé s'approcha de Stéphane. Sa voix était plus douce. Ils changent leurs habitudes maintenant, les animaux. Ils savent que quelque chose ne va pas. Nous avons créé la peur. Pas le respect, dit Stéphane.
Sa voix était basse et pleine de regrets. Et ça change tout. Pendant les heures qui suivirent, ils s'assirent dans la clairière, attendant. Ils n'avaient pas de plan réel, pas de renfort. Seulement la peur silencieuse et grandissante que leurs efforts, aussi bien intentionnés soient-ils, n'aient fait qu'empirer les choses. La forêt changeait autour d'eux, et à chaque minute qui passait, il était plus difficile de distinguer ce qui avait été autrefois sauvage et libre de ce qui avait été souillé par les mains de l'homme. Et puis, juste au moment où le soleil plongeait sous l'horizon, un nouveau bruit parvint à leurs oreilles. Un craquement. Un claquement. C'était trop délibéré pour être un animal. Stéphane plissa les yeux, se levant rapidement, faisant signe à Chloé de faire de même. Ils étaient en état d'alerte maximale. L'adrénaline pompait dans leurs veines alors que le son se rapprochait. Ce n'était pas un ours. Ce n'était même pas un puma. C'était le son indubitable de bottes craquant dans la neige. Ils n'étaient plus seuls. Le son des bottes dans la neige n'était pas le seul bruit dans la forêt. À mesure que les pas se rapprochaient, les sous-bois semblaient trembler avec eux, comme si les arbres eux-mêmes pouvaient sentir le danger approcher. Le cœur de Chloé s'emballa, et même la présence habituellement stable de Stéphane vacilla un instant. C'était une chose d'être dans la nature sauvage, seul avec les éléments et les créatures de la forêt, mais c'en était une autre de sentir la présence de quelque chose de non naturel envahir cet espace. Le craquement de la neige devint plus fort, plus proche, lorsqu'une silhouette apparut entre les arbres, un homme vêtu d'un lourd camouflage, le visage caché par un bonnet de laine tiré bas sur son front. Derrière lui, il y en avait d'autres, au moins 3 autres, tous vêtus de la même manière, leurs mouvements prudents mais déterminés, transportant du matériel que personne dans cette région ne devrait utiliser sans autorisation. Des fusils en bandoulière sur leurs épaules, et dans leurs mains, des choses qui n'avaient pas leur place ici. Des caméras, non pas pour documenter la forêt, mais pour l'exploiter. Stéphane bougea le premier. Sa posture se tendit alors qu'il s'avançait pour les rencontrer. Sa voix, quand il parla, était basse mais ferme. « Vous devez partir, dit-il, d'une voix juste assez forte pour geler l'air entre eux. Cette zone est restreinte. » L'homme de tête, grand et large d'épaules, s'arrêta à quelques pas, regardant Stéphane avec un mélange de colère et d'amusement. Il ne répondit pas tout de suite, mais scruta la zone derrière Stéphane d'un regard vif et calculateur, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. « Je pense que vous vous trompez, dit finalement l'homme, sa voix rude, endurcie par des années d'exposition au froid. Nous cherchons juste quelque chose. Quelque chose qui aurait pu s'égarer. Nous avons le droit de le suivre. » « Pas ici, rétorqua Stéphane, se plaçant devant lui, bloquant le chemin. Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est un territoire sauvage. Chloé s'avança, la main posée juste au-dessus de son arme. Elle ne l'avait pas encore dégainée, mais la tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Elle sentait les hommes la scruter, la jauger. Elle savait qu'ils n'avaient rien à faire là. Elle savait qu'ils cherchaient quelque chose qu'ils ne devraient pas. Mais elle savait aussi qu'une fois le premier coup de feu tiré, il n'y aurait pas de retour en arrière. « Vous ne comprenez pas, dit l'homme, sa voix un peu plus douce maintenant. Cet endroit n'est pas un sanctuaire. Nous ne faisons de mal à rien. Nous faisons juste ce qui doit être fait. » « Faire quoi ?» exigea Chloé, sa voix aiguë. « Les tuer? Les chasser? Transformer cet endroit en zoo pour touristes? » L'homme hésita, et à cet instant, Chloé vit quelque chose dans ses yeux, quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. De la culpabilité. Mais ce fut fugace. Disparut aussi vite qu'il était apparu. Il se racla la gorge, et la façade d'indifférence revint. Nous ne sommes pas ici pour faire de mal à quoi que ce soit. Mais nous avons besoin de preuves. Nous suivons ces animaux depuis des semaines. Ils ne sont pas ce que vous pensez qu'ils sont. Assez, dit Chloé en faisant un pas en avant. Vous ne suivez rien, vous l'exploitez. Et si vous ne partez pas maintenant, je serai obligé de le signaler. Un autre des hommes, plus petit et plus nerveux, se déplaça mal à l'aise. Nous essayons juste de tirer quelque chose de tout ça, marmonna-t-il. Une histoire. Quelque chose de grand. Personne ne nous croit. Personne ne croit que c'est réel. Vous voulez juste quoi? L'interrompit Chloé, élevant la voix. Vous voulez être célèbre pour avoir exploité les derniers vestiges de quelque chose de pur? Assez.
aboya l'homme de tête. Nous ne sommes pas ici pour nous disputer avec vous. Nous avons le droit d'être ici, et vous ne pouvez pas nous arrêter. L'air sembla se figer autour d'eux, la quiétude de la forêt pesant comme un mur. Les doigts de Chloé se crispèrent à ses côtés, son pouce effleurant la crosse de son arme, mais elle ne la dégaina pas. Pas encore. Elle n'était pas sûre de ce qui se passerait si elle le faisait. Les hommes ne la menaçaient pas avec des armes, pas directement. Mais il restait une menace pour les animaux, pour le sanctuaire qu'elle avait lutté pour protéger. Et pourtant, en regardant à nouveau dans la forêt, elle sentit un malaise persistant. Ce n'était pas seulement un combat entre les humains et les animaux. C'était un combat pour la forêt elle-même, pour sa sainteté, pour ce qu'elle représentait. Elle regarda Stéphane. Son visage était tendu de frustration, mais il y avait aussi autre chose ou une résignation tranquille. Il avait vécu avec la nature pendant si longtemps, avec les créatures qui étaient devenues aussi familières que n'importe quelle personne dans sa vie. Et maintenant, il regardait tout cela s'effondrer, pièce par pièce. Les animaux, autrefois protégés par la distance et la peur, étaient maintenant attirés par autre chose. Et ce n'était pas de la curiosité. C'était de la faim. La faim de l'inconnu, du mystérieux, de l'incontrôlable. De pouvoir. Nous pouvons arranger ça, dit soudain l'homme, changeant de ton, l'adoucissant, essayant de trouver un moyen de contourner leur résistance. Nous garderons les animaux cachés. Nous ne leur ferons pas de mal. Nous avons juste besoin de prouver qu'ils sont là. Laissez-nous juste capturer quelques images. Quelques clichés pour les infos. Nous partirons après ça. Vous avez ma parole. Mais Chloé n'écoutait plus. Son regard s'était tourné vers les arbres. Quelque part au loin, un son doux, à peine perceptible, parvint à ses oreilles. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas le bruissement des feuilles. C'était un hurlement. Un seul cri retentissant qui brisa le silence comme un fil qui se défait. Stéphane se tourna vers elle, les yeux écarquillés. « Tu as entendu » ? « J'ai entendu, dit-elle, à peine un murmure. Le son de la louve, la mer, n'était pas seulement un appel. C'était un défi. La forêt répondait. Et pour la première fois, Chloé réalisa que les animaux ne se cachaient pas. Ils se préparaient à riposter. Le hurlement résonna à nouveau, cette fois plus fort, se répercutant à travers les arbres, traversant la montagne comme un roulement de tambour. Ce n'était pas le même cri de désespoir qu'ils avaient entendu auparavant. C'était quelque chose de plus féroce, de plus déterminé. La louve ne demandait plus d'aide. Elle appelait pour affirmer son territoire. Elle appelait pour protéger ce qui lui appartenait. Stéphane se tourna vers le son, pâlissant en réalisant ce que cela signifiait. « Nous devons partir. »« Maintenant » dit-il avec urgence. Sa voix était tendue, sa frustration antérieure se fondant dans un mélange de peur et de détermination. Les animaux ne battaient plus en retraite. Ils se préparaient à se défendre. Mais avant que l'un d'eux ne puisse bouger, l'homme de tête, toujours debout avec son fusil négligemment en bandoulière, parla à nouveau, cette fois d'un ton différent. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas » Sa voix était presque déçue. « Vous les avez observés, n'est-ce pas ? Vous pensez que ce ne sont que des animaux. Des choses sauvages qui ne savent pas comment survivre dans le monde réel. Mais vous avez tort. » Chloé fronça les sourcils en croisant son regard. « De quoi parlez-vous » Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il regarda ses compagnons, hochant légèrement la tête, comme s'il signalait quelque chose que seul eux pouvaient comprendre. Puis, lentement, il leva la main et montra les arbres dans la direction des hurlements. Ces mots étaient teintés d'une sombre amusement. Cette louve est plus intelligente que vous ne le pensez. Elle utilise ce hurlement pour en appeler d'autres. Le puma n'est probablement qu'un leurre. Elle a sa meute cachée. Le cœur de Chloé s'arrêta alors qu'elle comprenait ce qu'il insinuait. Vous les chassez. Sa voix était plus calme maintenant, mais elle portait le poids de la vérité. Vous essayez de les capturer. Pas de les capturer, la corrigea l'homme avec un sourire de plus en plus large. De les contrôler. Vous voyez, si nous ne pouvons pas les domestiquer, nous les détruirons. Vous en avez fait une histoire. Mais les histoires ne peuvent pas survivre dans le monde réel.
Le sang de Chloé se glaça alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce à quoi ils étaient confrontés. Les hommes n'étaient pas là seulement pour observer les animaux. Ils n'étaient même pas là pour prendre des photos ou faire du profit. Ils étaient là pour revendiquer quelque chose de bien plus sombre que la simple curiosité. Ils étaient là pour réécrire les règles de la nature. Stéphane n'attendit pas plus longtemps. Il se déplaça rapidement, poussant Chloé vers les arbres, sa voix tendue et urgente. « Nous n'avons pas le temps pour ça. Nous devons les arrêter maintenant, ou ils vont tout détruire. » Mais alors qu'ils avançaient, un autre hurlement déchira l'air plus urgent, plus désespéré. Et puis une autre voix se joignit, plus profonde, plus gutturale. La louve n'était plus seule. « Ils arrivent » chuchota Chloé, sa main se dirigeant instinctivement vers sa radio, mais cela ne lui servait à rien face à ce qui se passait autour d'elle. Les hommes avaient aussi commencé à bouger. L'un d'eux se sépara du groupe, se dirigeant dans la direction des hurlements, le fusil levé, prêt à frapper. Mais alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, un mouvement soudain attira son attention. Des ombres, une lueur de fourrure grise et fauve, la silhouette indubitable de la louve-mère, se déplaçant avec une élégance fluide malgré les blessures qu'elle avait subies. Elle chargea, rapide et déterminée, les yeux fixés sur l'homme qui avait osé s'approcher de son territoire. L'air se remplit du son de la poursuite alors que la louve se précipitait en avant, son corps un flou de muscles et d'intention. Mais l'homme n'hésita pas. Il leva son fusil et visa. Avant qu'un coup de feu ne puisse être tiré, un autre flot apparut entre les arbres. Le puma surgit de nulle part, se déplaçant plus vite que quiconque aurait pu s'y attendre. Le lion de montagne atterrit entre l'homme et la louve, ses griffes s'étendant dans un arc de pur instinct, faisant tomber le fusil de ses mains avec un bruit sourd. L'homme recula en titubant, les yeux écarquillés de surprise, tandis que le puma grognait, un rugissement profond qui semblait faire trembler la terre sous leurs pieds. Chloé et Stéphane en avaient vu assez. Ils se précipitèrent en avant, se déplaçant rapidement mais prudemment, s'assurant de ne pas révéler leur position. La dernière chose dont ils avaient besoin était d'être pris entre les feux de l'homme et de l'animal. Alors que le puma et la louve avançaient, les hommes restants étaient figés. La situation avait dépassé tout ce qu'ils auraient pu prédire. Ce n'était plus seulement une chasse. C'était une bataille. Une lutte instinctive et désespérée pour la survie. Les deux prédateurs alpha, travaillant ensemble, s'étaient transformés de sujets de spéculation en une force indéniable de la nature. La louve se tourna pour les regarder, ses yeux féroces de défi, avant de conduire son louveteau plus profondément dans la forêt. Le puma la suivit silencieusement, se déplaçant avec furtivité et grâce, ses yeux dorés ne quittant jamais les hommes. C'était fini. Pour les hommes, en tout cas. Pour Chloé et Stéphane, le vrai travail ne faisait que commencer. Ils ne pouvaient pas laisser les animaux battre en retraite. Pas encore. Pas tant que les chasseurs étaient encore là. Ils devaient bouger, les atteindre avant que les hommes ne puissent se regrouper et les suivre dans les montagnes. Chloé sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine alors qu'elle et Stéphane commençaient à se déplacer vers la clairière, désespérés d'arrêter les hommes avant qu'ils ne puissent tendre un autre piège. Mais juste au moment où ils atteignaient le bord de la clairière, un coup de feu retentit. Le son était net et clair, traversant la tension comme une lame. Chloé halta en regardant Stéphane, dont le visage était devenu pâle. Le son venait de la crête au-dessus d'eux, trop loin pour être atteint à temps. « Qui a tiré » demanda-t-elle, la voix tremblante. Stéphane ne répondit pas. Son regard était fixé sur les arbres devant eux, là où la louve et le puma avaient disparu. Maintenant, une chose était sûre. Ce n'était pas seulement une bataille pour le contrôle de la terre. C'était une bataille pour la survie. Le coup de feu avait traversé l'air comme une rupture soudaine dans la réalité, un rappel brutal de ce qui était en jeu. Le cœur de Chloé s'arrêta, et pendant un bref instant, tout sembla suspendu dans le temps. La neige qui les entourait, si pure et intacte, semblait maintenant étrangère, froide et impitoyable. Le coup de feu était un avertissement, un signe que le fragile équilibre qu'ils avaient tant lutté pour protéger avait déjà commencé à basculer. Stéphane n'attendit pas qu'elle réagisse. Sans un mot, il bougea, tirant sur son bras, l'exhortant à le suivre plus profondément dans les arbres, loin de la clairière. Chloé pouvait sentir l'urgence dans sa prise, le désespoir dans chacun de ses pas. Il ne pouvait pas rester. Il ne pouvait pas laisser les hommes se regrouper. La louve et le puma, ces deux créatures qui étaient devenues le centre de tant d'attention,
étaient toujours là, mais maintenant ils étaient vulnérables, et eux aussi. Alors qu'ils se déplaçaient rapidement à travers les sous-bois, les pensées de Chloé étaient un tourbillon. Le coup de feu de l'homme avait été trop précis, trop délibéré. Ce n'était pas un acte aléatoire. Les chasseurs s'étaient préparés à quelque chose qui avait à voir avec les animaux, avec les mystères qui s'étaient déroulés entre la louve, le puma et la nature. Nous devons les trouver, dit Chloé, à bout de souffle, le regard fixé sur le chemin devant eux. Ils ne sont plus en sécurité. Stéphane hocha la tête, son expression sombre. Je sais. Mais nous ne pouvons pas les laisser nous coincer. Nous devons agir avec prudence. Ils ont un fusil et ils connaissent le terrain. Les deux gardes forestiers avancèrent, leur mouvement prudent mais déterminé. Ils devaient garder une longueur d'avance, ou ils risquaient de perdre la louve et le puma pour toujours. Et l'idée de cela, de leur avoir fait défaut, était trop difficile à supporter. Ils avaient fait la promesse de protéger la nature, et peu importe à quel point les chances semblaient écrasantes, ils ne pouvaient pas reculer maintenant. Alors qu'ils approchaient de la crête, un nouvel ensemble d'empreintes apparut dans la neige. Cette fois, ce n'était pas celle de la louve ou du puma, mais la marque indubitable de bottes humaines, plus lourde, plus prononcée. Les hommes avaient suivi la même piste, mais ils étaient trop lents. Stéphane s'agenouilla, inspectant attentivement les empreintes. Ils sont passés par là, dit-il, sa voix tendue par l'urgence. Nous ne sommes pas loin derrière. Chloé regarda autour d'elle, son regard balayant les arbres. Elle sentait le poids de leur situation peser sur sa poitrine. L'air était chargé de la tension de savoir que les chasseurs étaient aussi déterminés qu'eux. La course avait commencé. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de trouver les animaux. Il s'agissait de les atteindre en premier, avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, un cri aigu déchira l'air. Ce n'était pas le hurlement de la louve. Ce n'était pas le grognement du puma. C'était le cri indubitable d'un être humain, un cri désespéré de panique. Le son résonna à travers les arbres, et pendant un moment, tout le reste disparut. Le cœur de Chloé s'emballa alors qu'elle se tournait vers Stéphane, qui était déjà sur ses pieds, les yeux écarquillés de réalisation. Ils les ont trouvés, dit-il d'une voix basse, à peine audible par-dessus la montée d'adrénaline dans ses veines. Sans hésiter, ils se déplacèrent plus vite, ignorant la piste d'empreintes sous eux. Ils devaient y arriver, ils devaient atteindre la clairière avant les hommes, mais la distance se réduisait, et maintenant ils pouvaient entendre le mouvement frénétique des chasseurs, leur voix s'élevant au loin, se mêlant au son de l'agitation de la forêt elle-même. Au moment où ils sortirent des arbres pour entrer dans la clairière, ils le virent. La louve était là, debout au centre de la clairière, la fourrure hérissée alors qu'elle regardait les hommes s'approcher. Elle n'avait nulle part où fuir, et elle n'allait pas reculer non plus. Le puma, son improbable allié, se tenait juste derrière elle, près du sol, les yeux plissés, la queue battant à un rythme dangereux. Mais maintenant, il y avait 3 hommes, pas un. Et la situation n'était plus seulement une confrontation. C'était une impasse, avec une arme à feu. Stéphane fit un pas en avant, sa voix portant dans la neige. Reculez. Les hommes ne l'écoutèrent pas. Au lieu de cela, celui avec le fusil le leva à nouveau, visant la louve, son doigt déjà en train de serrer la gâchette. Chloé réagit instantanément, faisant un pas en avant, se plaçant entre les hommes et les animaux. Non. Vous ne lui tirerez pas dessus. L'homme hésita, clairement surpris par son audace. Écartez-vous, madame. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je sais exactement à qui j'ai affaire, dit Chloé, sa voix ferme et inébranlable. Ces animaux ne vous appartiennent pas. Vous ne pouvez pas simplement les prendre. Stéphane se plaça à ses côtés, se tenant fermement. Vous avez franchi la ligne. Reculez maintenant. La tension dans la clairière était insupportable. Le craquement de l'air presque aussi fort que les respirations des hommes. La louve, debout au centre, se déplaça légèrement, son corps tendu, sachant qu'elle était piégée. Le puma resta en arrière, les yeux fixés sur le tireur, calculant, attendant. Puis le coup de feu retentit. Mais ce n'était pas du fusil. C'étaient des arbres, juste au-delà de la clairière. Une détonation résonna dans la forêt, et l'un des hommes tomba à genoux, un cri de surprise s'échappant de ses lèvres. Un autre coup de feu suivit, cette fois d'une direction différente, mais toujours étouffé, caché par les arbres.
Le tireur se tourna, les yeux écarquillés de panique, mais avant qu'il ne puisse réagir, le puma bondit en avant, plus vite qu'il ne pouvait viser. Ses griffes s'enfoncèrent dans la neige à ses côtés, le forçant à reculer en titubant. Les hommes se débandèrent. La panique s'empara d'eux alors que la louve se précipitait dans les arbres, suivie de près par son louveteau. Et puis, soudain, la forêt redevint silencieuse. La clairière était en plein chaos. Les coups de feu résonnaient à travers les arbres, le son aigu et brutal, brisant le fragile silence qui avait autrefois existé dans la forêt. Le puma avait bondi, un flot d'instinct pur et de précision, forçant l'un des hommes à reculer. Les autres étaient désorientés, se battant pour leurs armes, mais leurs mouvements étaient lents, paniqués, motivés plus par la peur que par le contrôle. La louve, voyant sa chance, se précipita dans les arbres, suivie de près par son louveteau, dont les petites pattes trébuchaient mais ne s'arrêtaient pas. Le cœur de Chloé battait à tout rompre dans sa poitrine alors qu'elle regardait la scène se dérouler. Les animaux battaient en retraite, mais il n'y avait aucune garantie qu'ils s'en sortiraient. Les hommes, cependant, ne reculaient pas. Ils se rapprochaient, trop déterminés pour abandonner. « À terre !» cria Stéphane, tirant Chloé au sol alors qu'un autre coup de feu retentissait. La louve s'arrêta, juste un instant, les yeux fixés sur les hommes, comme si elle pesait son prochain mouvement. Puis, avec un grognement bas, elle disparut dans les arbres, son louveteau près d'elle. Le puma, cependant, était une autre histoire. Il se tenait maintenant fermement, faisant face aux hommes, prêt à défendre son territoire, son allié, son but. La tension dans l'air était dense, palpable, comme un orage sur le point d'éclater. Chloé se releva, se tournant vers Stéphane, sa voix ferme mais urgente. « Nous devons arrêter ça maintenant, avant que ça n'aille plus loin. » Stéphane hocha la tête, mais il y avait un regard dans ses yeux qui disait qu'il savait qu'il était déjà trop tard. Les hommes n'étaient plus seulement des chasseurs. Ils étaient une force, imposant leur volonté sur la terre, sur les créatures qui y vivaient. Et les animaux, les créatures qu'ils étaient censés protéger, étaient pris au milieu. Mais le puma avait déjà fait son mouvement. Avec un saut rapide et calculé, il franchit la distance entre le tireur et les deux autres hommes, arrachant le fusil à l'un d'eux, le faisant tomber dans la neige. Le deuxième homme, incapable de réagir à temps, trébucha en arrière, tombant sur ses propres pieds. Le puma ne leur laissa aucune chance de se reprendre. Il bougea à nouveau, rapide et puissant, la vue de ses griffes fendant l'air suffisant pour faire hésiter les hommes, pour leur faire se demander si c'était leur fin. Stéphane et Chloé n'eurent pas le temps d'envisager leur prochain mouvement. La situation s'intensifiait trop rapidement. Le puma n'essayait pas de tuer, mais il ne reculait pas non plus. Il protégeait ce qui restait, et les hommes essayaient de le prendre. « Nous ne pouvons pas les laisser blesser les animaux, » dit Chloé, sa voix aiguë. Elle essaya la radio, mais c'était inutile. Le signal avait été bloqué, noyé par la tempête d'activité dans la clairière. Stéphane avait la main sur son arme, mais il hésitait. Il ne pouvait pas combattre les hommes, pas comme ça. Il n'était pas préparé à une confrontation comme celle-ci, pas pour le genre de personne qui était venue ici pour prendre le contrôle, pour revendiquer quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le puma fit un autre mouvement, son corps une ombre fendant la neige. L'homme restant, celui avec le fusil, se débattait maintenant, les yeux écarquillés de panique. Il visa le puma, mais l'animal était trop rapide, se déplaçant à une vitesse qui semblait défier la logique. Avant qu'il ne puisse tirer, le puma était sur lui, le déséquilibrant, le faisant tomber dans la neige, son fusil hors de portée. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Les hommes n'étaient plus les chasseurs. Ils étaient les chassés. La voix de Stéphane perça le chaos, son ton impérieux. Assez. Le mot resta suspendu dans l'air, mais il était clair que personne n'écoutait, ni les hommes, ni les animaux. La confrontation avait atteint son apogée, et maintenant, il ne s'agissait plus que de savoir qui céderait le premier. Chloé se déplaça rapidement, se précipitant en avant. Elle sentait le poids de la décision peser sur sa poitrine. S'il n'agissait pas maintenant, les animaux n'auraient aucune chance. S'il n'arrêtait pas cette folie, l'équilibre pour lequel il s'était battu s'effondrerait. Elle se plaça entre les hommes et le puma, sa voix perçant le bruit. « Sortez d'ici. Maintenant. C'est votre dernier avertissement. » Pendant un instant, les hommes hésitèrent, incertains de ce qu'il fallait faire ensuite.
Leurs armes étaient inutiles maintenant, gisant dans la neige, et le puma avait fait passer son message. La louve était partie. Le louveteau était parti. Tout ce qui restait dans la clairière était le sentiment croissant de défaite. L'un des hommes, toujours au sol, tendit la main vers son fusil, mais sa main tremblait. Chloé ne le quitta pas des yeux, sa posture ferme, sa voix basse mais ferme. « Bougez », dit-elle à nouveau. Les hommes ne répondirent pas tout de suite, mais ils savaient. Ils savaient que la nature les avait vaincus. Et pour la première fois, ils comprirent ce que signifiait être les intrus, ce que signifiait être ceux qui n'avaient pas leur place. Avec des pas hésitants, ils rassemblèrent leur équipement, traînant les derniers de leurs biens avec eux. Personne ne parla. Personne ne regarda en arrière. Alors qu'ils disparaissaient dans les arbres, la clairière redevint silencieuse. Le vent se leva à nouveau, faisant bruire les branches au-dessus de leur tête, emportant les plus faibles traces de la bataille qui venait de se produire. Mais la forêt, bien que meurtrie, n'était pas brisée. La louve et le puma s'en étaient sortis. La mère et son louveteau avaient trouvé la sécurité. Et dans leur retraite, ils avaient envoyé un message. La forêt était toujours la leur. Et même si les chasseurs avaient essayé de prendre le contrôle, les animaux ne se laissaient pas facilement domestiquer. Stéphane et Chloé restèrent longtemps dans la clairière, leurs regards scrutant l'horizon, sachant que ce n'était pas la fin de l'histoire. Loin de là. L'équilibre avait été rompu, et maintenant le monde allait voir à quel point il était fragile. Mais pour l'instant, les animaux étaient libres. Et c'était tout ce qui comptait. La clairière était baignée par la lumière fantomatique du soleil couchant, projetant de longues ombres sur la neige. L'air, autrefois vif d'anticipation, semblait maintenant épais, oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle, attendant que quelque chose se brise. La louve et son louveteau avaient disparu dans la nature, mais le puma restait, se tenant entre Chloé, Stéphane et les hommes qui avaient osé s'introduire. Les hommes battaient en retraite lentement, vaincus par leur propre peur. Le tireur, qui avait été le premier à lever son arme, reculait maintenant en titubant, le visage pâle, les yeux écarquillés de terreur. Il semblait avoir vu quelque chose qui avait brisé sa compréhension du monde. Mais Chloé n'eut pas le temps de savourer ce moment. Le danger n'était pas passé. Il ne faisait que commencer. Au loin, le son d'un second drone vrombissait doucement à travers les arbres, son bourdonnement devenant plus fort à chaque seconde qui passait. Les yeux de Chloé se levèrent vers le ciel, son cœur s'emballant. Un autre drone. On les observait encore. Stéphane fut le premier à bouger, son instinct prenant le dessus. Il chercha sa radio, mais elle était toujours inutile. Pas de signal. Aucun moyen de contacter qui que ce soit qui pourrait aider. Nous devons bouger, dit-il, sa voix tendue par l'urgence. Les animaux ne seront pas en sécurité ici bien longtemps. Chloé hocha la tête, sa main près de son arme, mais elle hésita. Le puma était toujours là, les observant, ses yeux dorés ne clignant pas. Le hurlement de la louve s'était estompé, mais son souvenir persistait dans l'air, comme un avertissement. Les animaux avaient gagné cette bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Le drone vrombit à nouveau, plus proche maintenant. Les hommes, bien que vaincus, n'avaient pas abandonné. Ils étaient toujours déterminés à capturer la nature, à la revendiquer, à la posséder d'une manière qui défiait sa véritable nature. Chloé sentit le poids de leur intrusion comme un coup physique. Ce n'était plus seulement un combat pour protéger les animaux. C'était un combat pour protéger la forêt elle-même, pour l'empêcher de devenir un spectacle, une marchandise à consommer par le monde extérieur. Stéphane tendit la main, attrapant son bras, la tirant vers les arbres. « Nous ne pouvons pas rester ici », répéta-t-il, sa voix aiguë. « Nous devons les devancer. » Cette fois, Chloé ne résista pas. Elle le suivit, se déplaçant rapidement, mais son esprit était ailleurs. Les animaux s'étaient retirés, oui, mais s'ils revenaient? Et si les hommes revenaient, avec plus de fusils, plus de drones, plus de gens qui ne se souciaient pas de la sainteté de la terre? La forêt, qui avait autrefois semblé si vaste et intouchable, semblait maintenant plus petite, plus fragile. Les intrus avaient laissé leur marque, et Chloé savait que le délicat équilibre entre l'homme et la nature avait été altéré à jamais. Soudain, il y eut un autre son, un craquement au loin. Chloé se figea, ses sens en alerte. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas une branche qui tombait.
C'était le son de quelque chose, ou de quelqu'un, se déplaçant à travers les sous-bois, rapide et déterminé. Elle se tourna vers Stéphane. Ils reviennent. Stéphane ne répondit pas, mais ses yeux scrutaient la clairière, sa posture tendue. Il se préparait déjà à ce qui allait suivre. Le puma était toujours proche, les observant, ses yeux clignotant d'incertitude. Il savait que la bataille n'était pas terminée, mais il n'était plus sûr de savoir à qui faire confiance. La présence des hommes avait perturbé quelque chose au plus profond de la forêt. Et maintenant, le puma était un gardien, se tenant entre les derniers vestiges de la nature et les intrus qui menaçaient de la détruire. Alors que le craquement des branches devenait plus fort, Chloé sentit le sol bouger sous ses pieds, un sentiment croissant d'inévitabilité s'emparant de sa poitrine. Les animaux n'étaient pas les seuls en danger. Ils avaient riposté maintenant, mais le véritable ennemi arrivait, et ils étaient en infériorité numérique. Le son des bottes sur la neige parvint à leurs oreilles. Le craquement rythmé des hommes qui avançaient. Les hommes, réalisant qu'ils n'obtenaient pas les résultats qu'ils voulaient, ne battaient plus en retraite. Ils venaient pour les animaux, pour la forêt, plus forts que jamais. Sans avertissement, le puma se tourna, son corps bas sur le sol, sa queue fouettant rapidement. Les hommes étaient trop proches. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. La confrontation finale était imminente, et le puma n'allait pas reculer. « Chloé, prépare-toi » cria Stéphane alors qu'il s'accroupissait, prêt à bouger. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse réagir, le puma bondit, son corps puissant fendant l'air avec une précision terrifiante. Les hommes réagirent trop tard. Leurs fusils se balancèrent largement, leurs tirs manquant leur cible. Les griffes du puma s'enfoncèrent dans la chair, faisant tomber l'un des hommes au sol. Les autres se débandèrent, mais l'animal était déjà parti, un flot de mouvement dans la neige, se déplaçant comme une ombre à travers les arbres. À cet instant, tout sembla suspendu. Les hommes, les animaux, même la forêt elle-même, tous pris dans la gravité de ce qui se passait. Le puma, non plus un observateur mais un guerrier, avait tracé sa ligne dans le sable, et maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. « Chloé !» La voix de Stéphane la tira de sa transe. Il se déplaçait déjà, la tirant vers les arbres, loin du chaos qui se déroulait. Mais Chloé pouvait encore entendre les bruits du combat ou les grognements, les cris, les détonations des coups de feu. Les hommes se défendaient, mais ils perdaient. Ils n'étaient pas préparés à ce genre de bataille. Ils avaient sous-estimé la nature sauvage, et maintenant ils en payaient le prix. « Chloé » dit à nouveau Stéphane, cette fois avec plus d'urgence. « Nous devons partir. Maintenant. » Cette fois, elle n'hésita pas. Elle se retourna et le suivit. Mais alors qu'il courait, une pensée la hantait. Les animaux avaient survécu, ils s'étaient battus, mais à quel prix? La neige tombait maintenant plus fort, recouvrant la forêt d'une couche de blanc de plus en plus épaisse. Les bruits du combat s'étaient estompés au loin, remplacés par une quiétude étrange qui semblait envelopper toute la vallée. Chloé et Stéphane se déplaçaient rapidement, restant dans l'ombre, leur souffle visible dans l'air froid, leur esprit en ébullition alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les arbres. Les loups, le puma, tout ce pourquoi ils s'étaient battus semblait maintenant un souvenir lointain et fugace. Ils avaient réussi à les protéger, du moins pour le moment. Mais la question demeurait. Combien de temps encore pourraient-ils continuer à fuir? Combien de temps avant que les forces qui cherchaient à contrôler la nature ne les submergent? Ils n'avaient pas les réponses, pas encore. Mais ils avaient de l'espoir. Et tant qu'ils auraient du souffle dans leurs poumons, ils ne cesseraient de se battre. Pas pour la louve et son louveteau, pas pour le puma, et certainement pas pour la nature qui leur avait donné un but. Chloé regarda Stéphane. Son visage était dur, son expression concentrée, mais il y avait une lassitude dans ses yeux, une fatigue qui ne pouvait provenir que de la bataille incessante qu'ils avaient menée. La forêt avait toujours été un lieu de paix pour lui, un endroit où les lois de la nature régnaient, à l'abri de l'avidité du monde extérieur. Mais aujourd'hui, ces lois avaient été brisées, le délicat équilibre avait été anéanti. Et même si les animaux avaient survécu pour l'instant, la forêt ne serait plus jamais la même. « Ils sont partis » dit Chloé à voix basse, regardant en arrière vers la clairière. La louve et le puma sont partis. Stéphane ne répondit pas tout de suite, il hocha simplement la tête, comme s'il avait lui aussi déjà su que c'était inévitable. Les animaux seraient toujours libres, mais ils ne seraient jamais en sécurité.
Tu penses qu'ils iront bien? Demanda Chloé après une longue pause. Sa voix était plus calme maintenant, remplie d'un mélange de tristesse et d'espoir. Stéphane contempla le paysage enneigé, son regard lointain, flou. Je ne sais pas, dit-il enfin. Mais je sais une chose. Ils sont plus résilients que nous ne le pensons. Et tant qu'il y aura une partie de ce monde qui croit encore en eux, qui se bat encore pour eux, ils auront une chance. Chloé resta à ses côtés pendant un long moment, le poids de leur voyage pesant sur elle comme une couverture. La nature avait toujours été imprévisible, toujours au bord de la survie. Mais aujourd'hui, elle leur avait rappelé quelque chose de vital, que le combat n'était pas terminé, que la lutte pour la nature était une bataille constante, une qui ne finirait jamais tant qu'il y aurait ceux qui voulaient la protéger. Le son lointain du vent se brisant à travers les arbres parvint à leurs oreilles, et pendant un instant, Chloé ferma les yeux, le laissant l'inonder. Le monde changeait, mais tant qu'elle aurait du souffle dans son corps, elle se dresserait entre lui et ceux qui cherchaient à le détruire. Allons-y, dit Stéphane, sa voix à nouveau ferme. Il y a encore à faire. Et sur ce, ils se retournèrent, s'éloignant de la clairière, vers un avenir incertain mais plein de sens. Alors qu'ils disparaissaient dans la forêt, un nouveau chapitre commençait, un que nous ne comprendrons peut-être jamais entièrement. La lutte pour protéger la nature est constante, et nous ne pouvons pas nous permettre de détourner le regard. Qu'il s'agisse des loups, des pumas ou de l'une des créatures qui partagent ce monde avec nous, la question demeure, sommes-nous prêts à nous battre pour leur survie? Si vous croyez au pouvoir de la nature, si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui se soucient de la protection du monde sauvage. Assurons-nous que ces créatures ne tombent jamais dans l'oubli, que leur voix soit toujours entendue. Rejoignez-nous dans la lutte pour protéger le monde que nous partageons, car en fin de compte, c'est à nous de décider ce qu'il reste de la nature.